Nous voici dans le jardin d'un particulier, encore une fois, à Osmoy, près de Thoiry. Ce que vous venez de voir, ce sont des grandes perruches. Mais nous ne sommes pas là pour ça. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a derrière moi, la serre. Attention, ça pique, vous allez voir. Jacques Eragne, bonjour. Merci de nous recevoir ici. Bonjour. Alors la première chose qu'on se dit en arrivant dans cette serre, mais que s'est-il passé? Il y a eu une invasion de cactus ici? C'est-à-dire que quand on vous offre 2-3 petites plantes, 8-10 cm, il y a deux cas. Le premier, on y part pour une grande attention et puis on abandonne au bout de quelques temps. Et puis la deuxième, on s'y intéresse un peu plus particulièrement. Et puis après, on souhaite peut-être avoir une documentation, et puis pourquoi pas encore 3-4 plantes. Et puis ça finit, c'est un début de collection, avec 10-12 petites plantes. Et on se fabrique une petite tablette, parce qu'on est en appart. Et puis on essaye de faire vivre ces plantes. Vous avez commencé il y a combien de temps, vous? 54 ans. Il y a 54 ans? Oui, ça ne me rajeunit pas, mais il faut faire avec. C'était un cadeau? Comment ça a commencé? Oui, c'est ma femme qui m'avait, à l'occasion d'être alité, une grippe, je ne sais plus trop quoi, elle m'avait amené du marché 3 petits cactus, en petits pots, des petits pots comme ça. Et puis en fait... Aujourd'hui, on a une serre de 70 mètres carrés remplie de cactus partout. Alors bon, il y a eu quand même beaucoup d'étapes. Je suis ici, avec ma femme, depuis 20 ans, oui. Tout ce qui est central, c'est en pleine terre. Et comme en pays d'origine, c'est relativement des arbres, ça fait des monstres s'ils se plaisent. Alors il y en a qui abandonnent. Celui-là, il se plaît bien, par exemple. Celui-là, il a énormément grandi, parce que quand il arrivait ici il y a 20 ans, il faisait à peu près cette hauteur-là. C'est tout. Ça demande beaucoup de soins. Est-ce que ça demande beaucoup de soins, un cactus? Alors, beaucoup de surveillance. Un petit coup tous les jours, tous les 2 jours au besoin. Mais la surveillance compte plus. Un coup de quoi? De l'eau? D'œil. Un coup d'œil. Alors, l'eau, c'est à la belle saison, on va dire du printemps à l'automne. On mouille copieusement, mais on espace ses arrosages. Il faut se rappeler qu'en pays d'origine, ce sont des orages. C'est pas le crachin que l'on a par ici. C'est-à-dire que quand il pleut carrément 10, 15, 20 cm. Et après, on attend 1 mois, 2 mois, etc. Et l'hiver, pratiquement plus rien. Moi, il reste 4 mois, 4 mois et demi, plus une goutte d'eau. Parce que ces plantes ont les cellules qui s'entrouvent la nuit, captent l'hygrométrie atmosphérique et survivent avec ça. Est-ce que vous avez des variétés un petit peu rares ici? D'où elles viennent, vos plantes, en fin de compte? Alors, avant la convention de Washington, là, en 79 ou quelque chose comme ça, on pouvait ramener des plantes en pays d'origine. Et en ce qui me concerne, j'ai beaucoup voyagé dans les pays où il y avait. Alors, essentiellement, États-Unis, Californie, Arizona, tout le sud des États-Unis finalement, le Mexique, Tenerife, il y en a aussi, les îles par là. C'est vous qui avez été les chercher dans les pays? Oui, carrément. Oui. En Donc, faisant des voyages de vacances. Eh bien, ça se transformait un peu en expédition avec le chapeau de cow-boy et puis le véhicule un peu toute piste. Puis vous vous arrêtiez, vous dites « Ah, celui-là, je le veux dans ma serre ». Quand c'était possible, oui. Vous avez des variétés un petit peu rares ici? Il y en a quelques-unes, j'en ai perdu aussi, je dois être honnête, mais comme tout collectionneur, j'ai certaines variétés qui sont assez rares, en l'occurrence, là, il y a un spécimen là qui, surtout à cette taille-là, fait partie des plantes assez rares. Je dirais presque uniques. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un Lophocérus shoti. D'accord. Ah, c'est tous des noms à la bizarre, mais bon, voilà. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans les cactus? L'originalité. J'aime pas les choses standards, toutes bêtes, qu'on voit partout. C'est un peu un avantage et un défaut. Donc, dans les cactus et les plantes grasses, parce que je dois dire qu'il y a une majorité de formes, si vous voulez, les plantes succulentes, c'est une grande famille, une énorme famille. Là-dedans, il y a 2 grandes branches, les cactus, les plantes grasses. Et dans les plantes grasses, vous avez plein de sortes de formes, plus d'autres plantes grasses, etc. Et dans les cactus, vous avez toutes les formes, des cylindres, des oreilles de Mickey, des opuntia, des boules, des globuleuses, des ferros,
des Marillaria, enfin beaucoup de variétés, de géométries très très différentes. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Mais c'était avec plaisir, si ça a pu vous intéresser. Et si je vous dis jardin mandala, vous voyez de quoi je parle? Non? Eh bien, regardez ce reportage, vous verrez, ce n'est pas si compliqué. Ce jardin a l'air en friche, mais ne vous y trompez pas, il a été designé et pensé selon le principe des potagers mandala. Mandala, en fait, ça veut dire ronde en sanskrit. C'est un jardin qui est un potager qui est ronde. Au lieu de le jardin en carré ou le jardin en rond, tout droit, on essaie de faire des plantations avec les plantes qui s'entendent bien ensemble, donc les plantes compagnes. Et aussi, on se rend compte, une fois qu'on est dans le jardin, ça travaille beaucoup plus efficacement en fait. On n'a pas besoin de marcher si loin pour arroser ni pour trouver un outil. Efficacité et surtout interaction positive entre les plantes. Le maïs, la courge et le haricot, par exemple, forment un trio complémentaire. L'un protège les autres des nuisibles, tandis que les essences dégagées par l'un profitent aux deux autres. C'est un des principes de la permaculture, une alternative aux méthodes de jardinage traditionnelles, respectueuses de l'environnement. Au jardin de cocagne de Manille-les-Hameaux, l'association Sky en Transition a installé son jardin pédagogique il y a tout juste un an. Moi, j'aime beaucoup l'idée du jardin mandala. Maintenant, la mise en œuvre, on la vit au quotidien. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement curieux et d'extrêmement novateur. Parmi les règles à respecter, l'absence de pesticides, l'utilisation de variétés anciennes, mais aussi la mise en valeur de mauvaises herbes qui sont souvent comestibles, voire médicinales. L'association compte 60 familles adhérentes qui se rencontrent tous les week-ends autour de ce jardin circulaire. Nous sommes dans une ferme un peu spéciale. À Saint-Rémy-les-Chevreuses, Cédric Péchard cultive depuis 6 mois des champignons, des pleurotes, de manière écologique. Vous allez comprendre comment. Cédric Péchard, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans Bienvenue. ce container. Alors pourquoi un container d'abord? Alors en fait ici c'est une unité de production agricole autonome. Donc le conteneur en soi c'est un module qu'on va pouvoir transporter. Et il y a un mois il était encore au milieu de Paris et là maintenant il est ici dans un site complètement agricole. Donc il y avait une logique à l'installer ici. Ce que vous produisez donc ici, ce sont des pleurotes, il y en a plein partout, à différents stades. Oui. Vous pouvez nous montrer Donc là, on voit différents stades effectivement de maturation. Là, des jeunes pousses. Ici, elles ont à peu près une semaine et dans 2 jours, elles seront prêtes à être récoltées. Combien vous en produisez, vous, par mois, par semaine? Alors, un conteneur produit 15 kg par jour de pleurotes toute l'année, quelle que soit la météo externe. Mais si on en met 10 à côté, ben on a tout de suite un gros volume de production. Ce qui est l'intérêt des conteneurs, c'est d'être très modulaire, très modulable dans la production. Si votre entreprise est qualifiée d'écologique, c'est pour une raison? Alors effectivement, en fait, à la base, c'est pas un projet uniquement de production de champignons. C'est un projet de montage d'une filière de collecte de mares de café. Donc c'est une filière de collecte régionale sur l'île de France. Et on va transformer ce marc de café qui est pasteurisé par les distributeurs de café, les machines automatiques, en fait pasteurisent le café et font de la collecte de ce marc de café. Et vous, ce marc de café, vous l'utilisez? Voilà, donc on le récupère comme substrat pour cette production de champignons. C'est bon le marc de café pour les pleurotes? C'est excellent, ça nous permet d'avoir un produit beaucoup plus charnu, qui a beaucoup moins d'eau, beaucoup plus de goût et une texture que les restaurateurs apprécient énormément. Merci beaucoup. Je vous en prie. Leur jardin, ce sont les plaines ou encore les bois. Pour ces passionnés de botanique, les mauvaises herbes deviennent des ingrédients à haute valeur ajoutée. Reportage avec Élodie Moine. Ça, c'est une joubarde, si je vois, c'en est une. Hautement aphrodisiaque, paraît-il. Mi-clown, mi-magicien, le gourou de cette troupe en chaussures de marche est venu dispenser ses conseils au jardin de cocagne de Manille-les-Hameaux samedi. Au menu et à toutes les sauces, les plantes sauvages. Beaucoup prennent des notes, certains des photos, les autres boivent littéralement ses paroles et même les connaisseurs font des découvertes. Alors l'if, moi, dans ma campagne, étant enfant, c'était l'arbre à ne pas toucher. Et aujourd'hui, eh bien, on me dit que les baies rouges sont comestibles. C'est une, voilà, 63 ans, c'est une première.
Et bien souvent, les plantes sauvages sont autant médicinales que gustatives, des alicaments qui datent de milliers d'années. La grande consoude, là, en particulier, pour les contusions, etc., les traumatismes, c'est intéressant, ça m'arrive souvent. Donc voilà, ça c'est très, très intéressant pour ça. Et effectivement, à la vapeur, je les préfère, mais cru, ça passe à merveille, véritablement. En vapeur, en cataplasme, en infusion ou en canapé, pour eux les herbes folles deviennent des trésors. À la découverte d'un patrimoine discret, connu de nos ancêtres depuis la préhistoire, mais oublié de la plupart d'entre nous aujourd'hui. Le but de comprendre que l'on piétaille très souvent dans son jardin une carte des menus extrêmement exhaustive pour parler de manière pompeuse, mais effectivement les mauvaises herbes n'existent pas. Et la berce, l'ortie et le pissenlit par exemple sont bien plus nutritionnels que la viande, tout simplement aussi. Et j'ai bu un mélange de jus de pomme, de vin et de lierre terrestre passé au mixeur et filtré. C'est remarquable, c'est vraiment gustativement, mais c'est incomparable, vraiment succulent. Et vin blanc. Toute l'année, l'association Sky en Transition propose des visites, des ateliers ou encore des pique-niques. Voilà, ce tour des jardins est maintenant terminé. N'oubliez pas que vous pouvez aussi ne rien faire dans votre coin de verdure et comme moi, cultiver votre jardin intérieur. Bon été sur TV Fil 78.